Bonsoir à tous. À la une de ce journal, l'église évangélique du Cameroun est encore le théâtre d'un conflit ouvert entre fidèles chrétiens et pasteurs en pleine célébration de la fête de l'Ascension. Des chrétiens anti-Njetoya ont laissé exploser leur colère noire contre leur pasteur en chef. Son seul péché aux yeux des chrétiens révoltés, c'est celui d'être un soutien au président élu de cette congrégation religieuse. Les tensions se sont exacerbées au point qu'une paroisse a été mise sous scellé dans le 4e arrondissement de Douala. À l'approche d'une année électorale cruciale pour le Cameroun, et les CAM traversent des zones de turbulence. Des limogeages en cascade de certains responsables dans le département du Mfundi sont loin de rassurer des Camerounais qui se mobilisent très peu pour s'inscrire sur le fichier électoral. Une crise de confiance qui révèle et qui est dirigée à l'encontre du système électoral jugé peu fiable et plus favorable au régime en place. C'est une enquête à suivre au cœur de ce journal. Merci de suivre cette édition complète de l'information sur Equinox Télévision. En pleine célébration de la fête de l'Ascension, des chrétiens ont laissé exploser leur colère noire contre le pasteur en chef dans une paroisse de l'église évangélique située à Bonabéry, dans le 4e arrondissement de Douala. Le souvenir de la montée de Jésus-Christ au ciel n'a pas réussi à calmer les esprits surchauffés. Ces chrétiens catholiques, ces chrétiens protestants s'insurgent contre leur pasteur qui est un soutien à l'actuel président élu de l'église évangélique du Cameroun. Les tensions se sont exacerbées au point que la messe a été interrompue ce matin et la paroisse mise sous scellé pour éviter in extremis de violentes altercations. Farel Bounia et Donald Agnouzwa. Les fidèles chrétiens de l'église évangélique du Cameroun, district Bel et Bel 1, paroisse de Bonabéry, n'ont pas pris part au culte marquant la célébration de la fête de l'Ascension. Ils s'opposent à la présence de leur pasteur, à qui ils reprochent de soutenir l'actuel président général de l'église évangélique du Cameroun. Le problème part de Ngaoundéré à partir des élections des présidents de l'ELC. Donc, le président mongol étant un natif de Bonabéry, et on a constaté que notre pasteur Mboma, il a été contre lui. Et le conseil d'anciens et la communauté villageoise a décidé que nous ne voulons plus ici à Bonabéry. Le révérend pasteur Samuel Mboma, désormais contesté dans sa paroisse, n'a pas pu déclamer la parole de Dieu, faute de fidèles, pourtant éparpillés aux alentours de l'église. Je ne suis pas venu ici de moi-même. Pour le moment, ce que je crois, c'est mon église qui me donne des directives. Si elle me demande aujourd'hui de partir, je vais partir. Mais si elle décide autrement, je ne sais pas comment elle va décider. Actuellement, le problème est là. Et il y a, n'est-ce pas, au niveau de la justice, un procès qui est engagé. Le sous-préfet de Douala 4e, informé de la situation, est descendu sur les lieux, faire son constat et prendre les premières mesures. Nous avons pris les mesures de sécurité pour assurer la sécurité du pasteur. Ça, il va, n'est-ce pas, de notre devoir. Donc si les fidèles qui ne sont pas d'accord avec ce qui se passe en Gandere ne veulent pas suivre, n'est-ce pas, le chemin normal, ils seront interpellés et ils vont répondre à leurs actes. Le dispositif sécuritaire déployé sur les lieux et la fermeture du portail de la paroisse renseignent à suffisance que l'on est loin de la sortie de crise à l'église évangélique du Cameroun. Vous l'avez suivi, un procès a été donc initié au tribunal de première instance de Bonanjo à l'encontre du président élu de cette église évangélique du Cameroun. 3 plaintes déposées par d'autres pasteurs, notamment le pasteur Richard Priso Mongolais qui a perdu l'élection à Ngaoundéré. Il décrit de nombreuses irrégularités observées lors de ce processus d'élection lors du synode de Ngaoundéré qui s'est tenu le mois dernier. La prochaine audience est prévue le 26 mai prochain au tribunal de première instance de Bonanjo. Et cette journée consacrée à la fête religieuse de l'Ascension a permis aux chrétiens catholiques notamment de célébrer
la montée de Jésus-Christ au ciel. À Douala, vous le voyez, des fidèles chrétiens, catholiques et protestants étaient nombreux dans d'autres paroisses et chapelles aux premières heures de la matinée à la cathédrale Saint-Pierre et Paul à Bonadibon. Des chants, de louanges et des prières ont meublé ce moment considéré comme l'un des piliers de la foi chrétienne dans le monde. Je vous propose d'écouter l'abbé Jean-Robert Ngandui, vicaire à la cathédrale Saint-Pierre et Paul de Bonadibon. L'ascension que nous célébrons aujourd'hui, c'est la réalité selon laquelle Jésus va vers son Père dans la Sainte Trinité avec son corps humain. Et l'implication de cette fête, c'est qu'un corps humain est entré dans la Sainte Trinité et par conséquent, tous les hommes peuvent espérer un jour entrer dans la Sainte Trinité, entrer dans l'éternité, aller au ciel, comme on dit communément. C'est d'abord cela, le cœur de cette célébration. Le message que j'ai passé aux fidèles aujourd'hui était essentiellement de leur rassurer que même si notre Seigneur est monté au ciel, il reste cependant présent parmi nous. Mais aussi, en deuxième lieu, Christ s'en va, mais en même temps, il nous promet qu'il reviendra. Il reviendra pour établir son règne. Et j'ai invité les chrétiens aujourd'hui à désirer ardemment le retour du Christ. Il ne faudrait pas que la peur des calamités, la peur de la mort, qui sont souvent attachées au retour du Christ, nous empêchent de désirer ce retour. Cette fête de l'Ascension a été une occasion pour appeler la communauté chrétienne à prier davantage, à prêcher la bonne nouvelle dans l'amour et le partage, un message délivré à la paroisse Sacré-Cœur de Ndiandam à Bafoussam. Reportage d'Alaskana et Jean-Paul Chouniat. Au loin, le bateau du Seigneur, amarré à la paroisse catholique Sacré-Cœur de Ndiandam, en cette fête de l'Ascension. Des centaines de fidèles chantent à la gloire de Jésus-Christ dans sa montée au ciel, retrouver son Père, Dieu Tout-Puissant, créateur de l'univers et l'humanité. Nous sommes rassurés par sa promesse de nous envoyer l'Esprit Saint qui va nous aider, nous renforcer et nous aider à pouvoir remplir la mission qu'il nous a confiée, celle à savoir d'aller de par le monde entier, d'annoncer la bonne nouvelle et de baptiser ceux qui croiront. Le prêtre officiant du jour exhorte ses ouailles à ne point s'attrister de la séparation physique avec le Fils de l'homme. Il nous a promis qu'il est toujours avec nous jusqu'à la fin des temps, mais essayez de se rassembler. 2 ou 3 rassemblés à nom du Seigneur, il est au milieu d'eux. Le Christ est parmi nous si nous nous rassemblons pour vivre la fraternité et vivre la charité. Dans le prolongement logique de la victoire du Christ sur la mort, l'homme de Dieu invite les chrétiens à être des modèles pour leur famille, leur voisinage et la société tout entière. J'ai retenu à l'église que Jésus est le seul et l'unique Fils de Dieu et que c'est lui le seul qui peut nous sauver. Le baptême, c'est une renaissance en moi. C'est Dieu qui m'accueille dans sa famille, dans sa grande famille. Et il faut beaucoup prier pour l'évolution du monde. Je m'engage à suivre Jésus-Christ, à communier, au comporter avec bon cœur, faire beaucoup d'actes d'amour, d'actes de charité et faire pénitence, venir à l'église régulièrement. Le Christ supplicié, mort et enseveli, a passé 3 jours sous terre, est revenu à la vie par le miracle de la résurrection. Après avoir vécu avec nous, il est en route vers le ciel, où il s'installera à la droite de Dieu le Père. Il viendra juger les vivants et les morts à la fin des temps. Dans le reste de l'actualité, après l'annonce de la construction d'une stèle en la mémoire des victimes du drame ferroviaire d'Ezeka, des jeunes de cette localité interpellent le chef de l'État sur l'enclavement d'Ezeka et l'invitent à se rendre dans le chef-lieu d'Union Ekele pour toucher du doigt le calvaire que vivent les jeunes de cette localité. Joël Niem et Julingue Nyondé. Depuis la publication du rapport de la commission Philemon Yang au sujet de la catastrophe ferroviaire survenue à Ezeka le 21 octobre 2016, les mesures prises par le chef de l'État sont diversement appréciées par les populations. Si certains saluent les recommandations contenues dans ce rapport, il y en a qui disent attendre encore plus du président Paul Biya. Il fallait quand même qu'il y ait, n'est-ce pas, un regard sur la jeunesse. Les jeunes réclament la présence
Son Excellence, Monsieur Paul Biya, à Ezeka. Les jeunes réclament la reconnaissance que le président a fait envers les jeunes. D'autres demandent au gouvernement de veiller à ce que les fonds alloués aux victimes des ECA leur soient effectivement versés. Pendant cette catastrophe, les gens arrivent à l'hôpital, on vous disait par exemple que vous n'avez pas de preuves que vous êtes accidenté de cette catastrophe-là. Et beaucoup de gens en sont morts. Alors nous souhaitons tout simplement que ce que le chef de l'État a donné aux populations, aux sinistrés de la catastrophe du 21 octobre, soit effectivement remis aux ayants droit. Ensuite, il y a la question de l'enclavement de cette localité qui préoccupe les habitants. 1 milliard de francs, c'est bien beau pour les victimes, les sinistrés. Il serait mieux de nous envoyer de bons médecins à Ezeka. Il faut des bons secouristes à Ezeka, puisque ce jour-là, c'était une catastrophe. Disons au chef de l'État que Ezeka est une ville oubliée et que peut-être la catastrophe du 21 octobre pourrait servir. Nous n'avons pas de route. Nous avons des coupures intempestives de courant. Nous n'avons pas de médecins. Nous n'avons pas d'eau potable. Nous n'avons pas de route. Alors nous demandons au chef de l'État de faire un effort dans ce sens-là pour que les populations des Ezeka se sentent véritablement impliquées dans la vie de cette nation. Sur le site du drame du 21 octobre 2016, une broussaille impénétrable et le silence des wagons vides laissent entrevoir l'horreur qui restera à jamais gravée dans les mémoires. Des travaux d'aménagement des canaux de drainage piétinent sur le Kondi, c'est dans le 3e arrondissement de Douala. Déjà confrontés aux premières inondations, les populations riveraines redoutent le pire à l'approche de la grande saison des pluies. Reportage Julienne Berthe-Bissaille. Le retour des pluies diluviennes dans la ville de Douala suscite la crainte chez les populations installées aux alentours du pont Kondi, vallée Saint-Thomas, à la cité des Palmiers. C'est une localité très réputée des inondations. Quand il pleut ici, là, nous on ne s'en sort pas. Quand on arrive là-bas au pont, il faut qu'on prenne le pouce. Si le pouce ne te prend pas à 100 francs, tu ne peux pas traverser pour arriver au marché. Et ça entre dans les maisons. Aujourd'hui, c'est plus grave. Quand il pleut maintenant, on doit être éveillé. Avec le début des travaux d'aménagement entamés sur ce lieu, les populations pensaient avoir tourné la page des inondations. Quand ils ont commencé les travaux sur le pont, on croyait que c'était passable. Et ce n'est pas le cas. Il y a quelques semaines, les travaux d'aménagement des canaux de drainage pluvial dans cette localité du 3e arrondissement avaient été interrompus pour des raisons inconnues. Nous voyons, Razal vient de commencer les travaux ici, et puis après un moment, il y a arrêt, on ne sait pas pourquoi. Nous ne connaissons pas pourquoi il y a l'arrêt. Nous avons la crainte parce que les populations qui étaient déjà satisfaites ont de la peur maintenant, puisque tout est bouché. Les deux ponts sont bouchés totalement, plus qu'avant. Inquiètes de cette situation qui perdure depuis des années, les riverains souhaitent vivement que les travaux reprennent leur cours. Qui vient finir leur travail, qui vient terminer ce qu'ils ont commencé, que nous soyons en paix ici. Nous demandons à l'autorité vraiment de revoir le système s'il manque la compréhension entre l'entrepreneur et le gouvernement. Entamé en 2015 avec pour délai d'exécution 24 mois, l'on se demande bien à quand la livraison. Rien ne marche dans les projets d'investissement public prévus dans le département de l'Océan. Entre doublons des projets et mauvaise exécution des investissements publics, tout ce désordre est imputé aux batailles de positionnement et batailles d'ego entre les forces vives dans le département de l'Océan. Explication dans ce reportage signé Joseph Abena. Les conseillers de la commune de Lokunji dans le département de l'Océan sont en conclave ici à Fifinda pour l'examen des comptes administratifs et les comptes de gestion. Ce conseil a des enjeux
principaux qui résident sur, n'est-ce pas, tout ce que nous devons faire dans le futur pour améliorer les conditions de vie de nos populations, d'une part, et d'autre part, améliorer également la gestion de l'exécutif communal. Bien que ces comptes soient concordants, les conseillers s'intéressent à la programmation des projets à la faveur de la présence du représentant du PNDP. Et que sur stop, l'exécutif communal commence avec la réalisation des projets prévus. Nous nous rendons compte que lorsque les projets BIP nous parviennent, et même d'autres projets, on se retrouve avec les infrastructures de même nature aux mêmes endroits. Parlons peu, parlons vrai, il y a beaucoup de cas. On se retrouve peut-être dans le même village avec deux écoles, ou alors des villages côte à côte. Pour la représentante du coordonnateur du Programme national de développement participatif, la faute aux élites qui créent le désordre dans la programmation des projets. Les élites aussi, ayant des connaissances, parce que c'est pour ça que j'ai parlé du principe qui veut qu'on sorte de la base avec les projets pour aller au niveau central, mais on nous court-circuite aussi au niveau des élites qui appellent leurs amis au niveau de telle direction, oh, vous êtes déjà en train de programmer le journal des projets, pardon, mettez telle chose, pardon, mettez telle chose. Ça, c'est une mauvaise pratique. Les conseillers et leurs hôtes s'accordent en fin de compte de veiller à la bonne coordination de la programmation des projets pour éviter d'éventuels doublons ou encore la mauvaise exécution de ces projets dans leur commune. Un coup de projecteur ce soir sur une ville désormais confrontée à l'exode de sa jeunesse, c'est Konsamba, autrefois une ville industrielle en raison de les bonnes activités liées au cacao et au café. Aujourd'hui, Konsamba se meurt à petit feu, des jeunes qui désertent leur ville natale pour se rendre à Douala, à Yaoundé, pour pouvoir exercer des petits métiers. Pendant ce temps, la ville de Konsamba se dégrade au fil des ans sous le regard impuissant des autorités locales. Cyril Djemba et Gladys Sidier. Ce quartier qui, à l'époque, était l'un des plus mouvementés de la ville, sinon le plus mouvementé de la ville, aujourd'hui a perdu de ses forces. Cet habitant du quartier 6 de Konsamba se souvient de la belle époque où la joie de vivre était la chose la mieux partagée entre les voisins et aussi entre les étrangers qui y faisaient un tour. Seuls quelques débits de boissons qui étaient des lieux de référence pour certains ados de l'époque résistent encore. Porte après porte, on trouvait des bars, des boutiques, des alimentations, on trouvait des quincailleries et autres. Donc c'était un quartier la nuit, c'était très animé. Aujourd'hui ce quartier, c'est-à-dire qu'en termes d'activité, a reculé de très loin. Les habitations qui s'y trouvent ont atteint leurs états de décrépitude avancés, même très avancés. Il n'y a presque pas eu de construction depuis l'époque, pratiquement 2 décennies aujourd'hui, il n'y a presque pas eu d'habitation. Les routes, quant à elles, sont à l'image de ces vieilles maisons qui croulent sous le poids de l'âge. Malgré ses points faibles, le sous-préfet de Konsamba Ier entend redonner vie à ce quartier en proie à l'insalubrité. Notre hygiène et salubrité, que les gens se réveillent parce qu'on a l'impression que certains dorment un peu. Vous voyez le cas qui est derrière nous. Et vous avez aussi suivi cette doléance récurrente des chefs. Chaque fois qu'elles procèdent aux opérations d'hygiène et salubrité, elles sont citées en justice, alors qu'elles font des travaux d'intérêt général. Ici, par exemple, c'est toute la route qui est occupée. Quand on vient citer en justice... Malgré le délabrement qu'on peut constater dans le quartier aujourd'hui, le vieillissement du quartier essaye, de par les différents comités de mis en place, de redonner une certaine image
au quartier, qui à l'avenir certainement devra reporter un peu comme parmi les quartiers phares de la ville. Après la réunion de concertation entre le sous-préfet de Konsomba Premier, le chef du quartier et les populations, les différentes parties se sont mises d'accord afin de redonner vie à cette localité. Que se passe-t-il à Elekam? Plusieurs responsables ont été limogés dans le département du Fundi. Le directeur général des élections évoque des risques d'arrêt de travail pour justifier ces décisions. Contre toute attente, la presse a été tenue à bonne distance des passations de service. Nos reporters Joël Esseng et Marcelin Gansop ont percé à jour un malaise social profond au sein de l'instance électorale du Cameroun. Reportage. Nommés le 19 mai dernier, les nouveaux responsables des antennes départementales et communales de l'ECAM dans le Fundi ont pris fonction ce mardi 23 mai 2017, sans tambour ni trompette et loin des objectifs des caméras. Ici, à l'agence départementale du Fundi, les reporters d'Equinox Télévision ont été priés de débarrasser le plancher au motif que la direction générale d'Elections Cameroun ne souhaitait pas faire du bruit autour des mutations survenues ces derniers jours. Des mutations dont on se serait passé si elles n'avaient pas des allures de sanction à l'endroit des responsables qui ont été débarqués. En effet, les textes signés le 19 mai dernier par le président du conseil électoral et le directeur général des élections relèvent de leurs fonctions pas moins de 5 responsables, dont 4 chefs d'antenne communale à Yaoundé 1, Yaoundé 2, Yaoundé 4 et Yaoundé 5, puis le chef de l'agence départementale du Fundi. Dans l'exposé des motifs qui précèdent les actes pris par les 2 patrons de l'ECAM, on peut lire clairement qu'il y avait risque d'arrêt de service dans les antennes concernées. Nos tentatives pour comprendre ce qui se cache derrière ces motifs se sont heurtées à un mur de silence. Ni les personnes qui ont été relevées de leurs fonctions, ni leurs anciens collaborateurs, encore moins les responsables de la direction générale de l'ECAM, n'ont souhaité s'exprimer sur le sujet. Mais certaines langues marquent leur étonnement devant autant de limogeages pour la seule agence départementale du Fundi. Surtout que parmi les 5 responsables qui ont été limogés, un seul a été appelé à d'autres fonctions, pendant que les 4 autres sont relevés de leurs fonctions. Les mêmes langues décrivent un climat délétère qui prévaudrait à Elekam du fait des mauvaises conditions de travail. Le tout exacerbé par le fait que certains cadres qui se croyaient intouchables sont revenus les pieds sur terre depuis le limogeage de Samuel Fonkam Azou, présenté comme leur principal soutien. Du coup, les actes pris par Abdoulaye Babale et Eno Abrams Egbe sonneraient alors comme la fin de la récréation et une remobilisation des troupes en vue des échéances électorales qui pointent à l'horizon. Rappelons que ce n'est pas la première fois que des nominations font jaser à Elections Cameroun. Elles avaient souvent été la pomme de discorde entre l'ancien directeur général des élections, Mohamed Sani Tanimou, et l'ex-président du conseil électoral, Samuel Fonkam Azou. À l'approche d'une année électorale cruciale, Elekam traverse des zones de turbulence. Ces limogeages en cascade sont loin de rassurer des Camerounais qui se mobilisent très peu pour s'inscrire sur le fichier électoral. Des universitaires ont diagnostiqué une crise de confiance entre les Camerounais et un système électoral accusé de jouer le jeu du régime de Yaoundé. Malgré les réformes engagées jusqu'ici, ils sont encore nombreux des Camerounais découragés par des tripatouillages décriés à ciel ouvert lors des échéances électorales. Élisée Bogba et Marcelin Gansop. En investissant les deuils, grands rendez-vous et autres événements populaires, Elekam croyait, à travers cette proximité, intéresser davantage les Camerounais à l'inscription sur les listes électorales. Mais force est de constater que même si cette méthode a fait fléchir quelques potentiels électeurs, ce n'est pas encore le grand engouement souhaité et espéré par Elections Cameroun. Pour le sociopolitiste Claude Abbé, il faut aller chercher dans l'après-élection présidentielle de 1992 pour comprendre la désaffection qui s'est emparée des Camerounais. Il y a toute une représentation collective qui existe autour du phénomène électoral comme étant un phénomène qui produit toujours les résultats déjà fabriqués à l'avance. À telle enseigne que les uns et les autres se disent tant qu'à faire, vaut mieux
pour nous ne pas avoir à perdre notre temps à aller voter ou même à aller nous inscrire dans les listes électorales. Cette expérience, à en croire le sociopolitiste, a créé une crise de confiance entre les populations et le système électoral camerounais. L'une des tendances qui anime l'ensemble des pays dans le monde aujourd'hui, c'est la crise justement du phénomène électoral. Et on va se rendre compte que l'une des dynamiques dans cette crise du phénomène électoral, c'est soit la non-inscription dans les listes électorales, soit alors l'abstention, qui indique justement qu'il y a un problème avec ce mode de désignation. Qui plus est, dans un contexte comme le nôtre, où ce mode de désignation des gouvernants pose en lui-même problème quant à sa sincérité à traduire l'expression populaire en tant que telle. Il est donc question pour le système gouvernant de travailler à rassurer les Camerounais quant à la transparence d'un processus électoral constamment décrié. Mais à côté de tout cela, la question de l'incivisme se pose avec acuité. Certains Camerounais se refusant catégoriquement de remplir ce devoir civique lorsqu'ils n'abandonnent pas leur carte une fois qu'ils se sont inscrits sur les listes électorales. On est dans un pays où l'incivisme a atteint des profondeurs telles que nous ne savons pas qu'on a déjà touché le fond et on continue à creuser. Et cette question de l'incivisme là se traduit aussi par cette méfiance vis-à-vis du processus électoral. Les populations disent désormais, puisque ce processus-là n'est pas un processus qui peut dégager, qui peut être en accord avec nos attentes et garantir la sécurité de l'expression populaire à travers ce moyen-là. Il vaut mieux, de ce point de vue-là, laisser les gens, puisque les dés sont pipés à l'avance. À un an des multiples scrutins prévus dès avril 2018, le compteur d'Elections Cameroun affiche au 12 mai 2017 136 509 nouveaux inscrits, ce qui est bien loin des attentes, à 3 mois seulement de la clôture des inscriptions. La recrudescence de la grande criminalité transfrontalière préoccupe la Guinée équatoriale et le Cameroun. Les responsables de ces deux pays se sont retrouvés à Ibolova pour discuter de nouvelles stratégies de lutte contre ce fléau. Roger Takala, Innocent Abiga et Kate Diarra. Le grand banditisme et la criminalité transfrontalière se sont retrouvés au centre de cette réunion de travail. Au cours de plusieurs heures d'échange, les délégations camerounaises et équato-guinéennes ont réfléchi sur de nouvelles stratégies à mettre en place pour la défense de leurs frontières communes. Des résolutions fortes vont être prises. Il s'agit entre autres de donner une formation identique à la police des deux États afin de mettre sur pied une méthode d'action similaire et plus efficace, toute chose qui concourra à réduire et voire même stopper de façon définitive, apprend-on, l'insécurité qui a dressé son lit dans la frontière Cameroun-Guinée équatoriale. On apprendra également au cours de cet échange que très souvent des bandits de grand chemin, après leur forfait, se réfugient sans grande peine dans l'un ou l'autre des deux pays, parfois sous le regard désintéressé de la police. Voilà pourquoi l'aspect communication sera également abordé pour rendre plus fluide la concertation entre le Cameroun et la Guinée équatoriale. Au terme de la réunion du comité de suivi, les différentes délégations présentes ont fait des recommandations fortes servant à préserver la paix, le vivre ensemble, ainsi que la sécurité des personnes et leurs biens dans leurs pays respectifs. La justice gambienne est aux trousses de Yaya Jammeh. Elle vient de décider du gel des avoirs de l'ancien chef d'État qui est en exil en Guinée équatoriale. Le ministre gambien de la Justice soupçonne l'ex-chef d'État d'avoir puisé illicitement plus de 30 milliards de francs CFA dans les caisses de l'État de la Gambie. Des précisions dans ce reportage de Eric Watat et Donald Brice, Kamgan. Ce n'est que le début d'une procédure qui devrait permettre de voir clair sur la provenance des biens accumulés par Yaya Jammeh en 22 ans de règne, précise le ministère de la Justice. Au cours des 4 dernières années, l'ancien président gambien aurait ordonné le retrait illégal de plus de 44 millions d'euros, soit près de 28 milliards 600 millions de francs CFA de la Banque centrale. Des fonds puisés dans les comptes de l'opérateur téléphonique d'État
Gamtel. Autre grief, ce sont plus de 3,5 millions d'euros portés disparus d'un fonds pour la sécurité sociale et le financement des logements. Des irrégularités présumées qui ont amené la Cour de justice à autoriser le gel de 88 comptes bancaires, 14 entreprises et plus d'une centaine de propriétés foncières. La mesure s'étend à un abattoir, une boulangerie, des fermes et du bétail appartenant à l'ex-dirigeant. Le ministère de la Justice rappelle que les investigations démarrent à peine. La mise en place d'une commission d'enquête est prévue d'ici juin prochain pour déterminer comment Yaya Jammeh a pu s'enrichir de la sorte. Forcé de quitter le pouvoir en janvier dernier, l'ancien chef de l'État avait été battu à la présidentielle de décembre 2016 par Adama Barrow, le nouveau chef de l'État. Depuis lors, Yaya Jammeh jouit d'un exil en Guinée équatoriale. Précisons que l'institution panafricaine, l'UA, s'était mobilisée pour assurer justement cette transition et le départ en exil de l'ancien chef d'État gambien. Et aujourd'hui, cela fait plus d'une cinquantaine d'années que l'institution panafricaine, l'Union africaine existe, était d'abord l'organisation de l'unité africaine et aujourd'hui confrontée à de nombreux défis. Deux chefs d'État, notamment Paul Kagame du Rwanda, le président tchadien Idriss Déby Itno, mais aussi le président en exercice de l'Union africaine de la Guinée-Conakry, sont engagés dans des réformes institutionnelles pour apporter au sein de l'organisation panafricaine un sang neuf et lui tracer un nouvel itinéraire conforme aux attentes des populations africaines et rendre l'Union africaine plus autonome sur le plan financier. Plusieurs fois championne d'Afrique, la lutteuse camerounaise Rebecca Mwambo Ndolo vient de voir ses efforts récompensés grâce à une bourse de la conférence des ministres de la jeunesse et des sports de l'Afrique francophone. Elle a reçu 1 500 000 francs CFA des mains du secrétaire général de la Conféges. Bouraman Ali Harouna a également rencontré le secrétaire général du ministère des Sports pour marteler le soutien de la Conféges aux athlètes des pays de l'Afrique francophone. Je vous propose d'écouter cette athlète, cette lutteuse camerounaise, Rebecca Mwambo Ndolo, qui a reçu 1 500 000 francs CFA d'une bourse pour ses différents exploits réalisés sur le plan africain. L'idée que le Conféges m'a donné, ça va me permettre pour que j'ai préparé pour 2020, pour que j'ai fait mieux par rapport à 2016. Mais je vais bien préparer. Je suis très content parce que c'est à cause de mon travail que nous sommes là aujourd'hui. Le Conféges depuis 2006, ils sont là pour me soutenir. Je suis très fier du Conféges et je suis satisfait pour ce qu'ils ont fait pour moi. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Je vous invite à ne pas manquer le rendez-vous ce soir. Regard social, présenté par Éric Fernand Kouamo. Merci de rester sur cette antenne.